Chamek, que vous connaissez bien, donc qui va nous parler de l'antisoviétisme. C'est un peu la suite de tout ce qui s'est déjà dit et les conséquences. Merci. Et vous savez, j'ai beaucoup de mérite à m'être intéressé à la révolution bolchevique parce qu'à la faculté de droit, ce qu'on m'avait enseigné tout de suite, c'était qu'il y avait un grand décalage entre les institutions, la théorie et la pratique, c'est-à-dire le niveau zéro de la réflexion théorique. Donc j'ai dû dépasser ce qu'on m'a enseigné si doctement pour essayer de m'intéresser à ce qui a bouleversé, je pense, tout le XXe siècle. Alors, je dois d'abord faire quelques observations préalables qui me semblent relativement importantes. Tout d'abord, je pense que la propagande anti-soviétique, ce qui a été dit sur la révolution soviétique, ce qui va être dit à l'occasion de l'anniversaire de la révolution d'octobre dans l'année qui vient, on va entendre beaucoup de choses, révèle d'abord une pathologie occidentalocentriste et occidentaliste, faite de contradictions et faite de délire. Contradiction rapide, des exemples. Ça a été d'abord un complot juif. Il y a encore des gens qui disent que la révolution bolchevique, c'est un complot juif. Ça continue. En même temps, quelques années plus tard, on a dit que c'était une pratique, il y a une pratique antisémite du pouvoir soviétique. Il avait suffi d'attendre quelques années. Même chose avec l'impérialisme rouge qui a été dénoncé violemment pendant un certain nombre de décennies, puis ensuite la trahison de la révolution par son abandon de tout projet révolutionnaire. Délirant. Délirant, j'ai des exemplaires d'un petit bulletin qui s'appelait La Vague Rouge, qui était édité chaque mois à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et cette Vague Rouge, exclusivement consacrée à l'antisoviétisme, révèle des exemples extraordinaires, des éléments extraordinaires. Par exemple, on indiquait que l'amour avait disparu à cause de l'Union libre, qui avait été organisée par la révolution bolchevique. Plus d'amour avec l'Union libre, c'est bien connu. Ensuite, que les écoles soviétiques apprenaient aux petits-enfants soviétiques de violer les filles, ce qui est, mais je dis expressément parce que ce sont des textes que j'ai entre les mains, si ça ne se dit pas. Ou bien que, par exemple, le bolchevisme, c'était une maladie mentale. Il fallait guérir donc par des moyens médicaux et autres. Surtout autres d'ailleurs. Deuxième observation, en dehors de ce délire et de ces contradictions pathologiques. C'est en fait une réalité de la manifestation de l'intelligence du monde capitaliste. On a tendance parfois à sous-estimer cette intelligence, je crois au contraire qu'elle a été extrêmement active et révélatrice. Il y a eu un renouvellement constant des thèmes de propagande anti-soviétique au fur et à mesure de l'évolution des choses, de l'évolution des circonstances, de l'évolution des problèmes. Ce ne sont pas les mêmes critiques qui ont été portées elles-mêmes à des niveaux différents selon le public à qui on s'adressait. Ça pouvait être des pères jésuites de haute qualité, d'ailleurs dénonçant le marxisme soviétique. Je pense au père Calvez, au père Bigot, etc., sur lesquels il y avait des choses à prendre d'ailleurs. Ou bien ça pouvait descendre au niveau du ruisseau pour certaines feuilles de la propagande hostile. Et dans cette intelligence, il y avait aussi des sources différentes, avec un contenu donc différent et un public différent. Il y avait la propagande conservatrice, des forces conservatrices qui faisaient leur métier en dénonçant ceux qui mettaient en cause leurs intérêts. Mais il y avait aussi une critique social-démocrate très ajustée aussi et très intéressante parce que rendant un grand service au système. Et puis un certain nombre de critiques dites de gauche qui, moi, m'ont toujours gêné, même si elles étaient partiellement fondées. On l'a dit ce matin, parce qu'en fait, aucune révolution n'est une expérience de laboratoire. On a revu les mêmes phénomènes se produire pour la Bolivie, pour le Venezuela, pour Cuba, avec évidemment, vu de loin, des quantités de critiques qu'on peut leur porter. Mais je me demande par exemple si mes camarades communistes français avaient été en mesure de changer les choses dans les années 45, 46, 47, etc., si ils n'auraient pas commis quelques erreurs aussi, malgré les traditions pluralistes et démocratiques, etc. Je ne suis pas sûr du tout que les choses se soient passées aussi bien que nous l'avons pensé à l'égard des autres. Je dois dire d'ailleurs que l'Union soviétique a subi en permanence des critiques hostiles, d'ennemis, de droite et de gauche. Elle n'a jamais bénéficié d'une critique positive d'amis.
Je me souviens de l'histoire aussi, que certains peut-être connaissent, de l'URSS et nous. J'avais participé à l'équipe de Francis Cohen. On avait essayé d'être à la fois fraternel et critique, en pensant que l'Union soviétique avait plein de mérites, la révolution soviétique avait plein de mérites, et en même temps avait commis un certain nombre de fautes et d'erreurs évidentes. C'est avec une immense suspicion que nous avons été examinés, au point que peut-être Francis Cohen, directeur de la Nouvelle Critique, en a payé le prix. Donc il y a la capacité de ce système dans lequel nous vivons de bien désigner ses adversaires principaux. Et si peut-être parfois le mouvement ouvrier et le mouvement communiste se trompent, se tirent des balles dans le pied, ça a été rarement le cas de la part de ceux qui sont favorables au système et qui ont dénoncé cette Union soviétique. Troisième observation. L'Union soviétique, la critique de l'Union soviétique a bénéficié, si l'on peut dire, de l'hostilité quasi traditionnelle de la France, de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis de la Russie. Depuis toujours. La Russie n'a jamais été considérée comme véritablement une puissance européenne, mais une puissance semi-asiatique, voire asiate, avec des tares que l'Europe de l'Ouest ne connaissait pas. Et la prolongation du jugement critique sur la Russie et son histoire s'est parfaitement adaptée à l'antisoviétisme, comme aujourd'hui d'ailleurs, la propagande hostile à la Russie a de fortes ressemblances avec les critiques portées contre l'Union soviétique dans la période précédente et contre la Russie avant la période soviétique. Je crois qu'on a roulé sur du velours à ce niveau-là. Les seules périodes finalement où la Russie a été acceptée par l'Occident du bout des lèvres, ça a été la période de Catherine II, parce qu'il y avait eu des tentatives de Catherine II de se tourner vers l'Occident, d'Alexandre III qui avait besoin d'argent, avec les emprunts, etc. L'époque de Khrouchtchev, parce que l'idée de cohésion pacifique supprimait l'idée même de révolution. Souvenez-vous, la propagande à l'époque anti-soviétique n'était pas tout à fait de même nature. On disait qu'il y avait convergence entre les deux systèmes, c'est plus la peine de faire la révolution. Puisque ça se ressemblait tellement et que ça allait finir par converger, il n'y avait plus besoin de changer quoi que ce soit dans nos comportements. C'était la thèse de Furet, notamment, entre autres. Je me demande d'ailleurs, entre parenthèses, si ça n'a pas été un élément très négatif pour l'existence des forces critiques et des forces révolutionnaires dans un pays comme la France, parce que c'était relativement confortable de considérer que finalement il n'y avait plus qu'à participer d'une certaine manière à la gestion ou à la cogestion, quitte à faire comme le pensaient les réformistes, à accumuler quelques réformes positives pour aboutir finalement à un changement un jour ou l'autre. On était plus pressé de la société tout entière. Et je pense que notamment dans certains milieux où la vie politique était quasi professionnalisée, c'était pas sécurisant par rapport à un apprentissage qui déboucherait sur l'idée, il va falloir faire des mouvements de masse, il va falloir prendre des coups, il va falloir en recevoir et payer le prix, comme on le faisait dans l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai comparé par exemple la solidarité qui s'était manifestée à l'occasion de la guerre du Rif pour le mouvement nationaliste rifin, mené par les communistes français, qui sont allés vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient à l'époque, avec ensuite ce à quoi j'ai pu participer plus ou moins, un peu plus l'Indochine, un peu moins l'Algérie, un peu moins le Vietnam, comme s'il y avait une sorte d'adoucissement, d'endormissement, solidaire, mais dans la sérénité. Et je ne suis pas sûr qu'une pensée critique et révolutionnaire puisse se développer dans la sérénité. L'exemple des révolutions bolcheviques en est une illustration. Donc cette hostilité à l'étranger russe, à cette Russie qui ne ressemble pas, me semble avoir joué un grand rôle dans cet antisoviétisme qui n'a pas choqué finalement l'opinion moyenne des Français habitués à ces critiques anti-russes. Quatrième observation, l'anticommunisme n'est pas lié à la révolution bolchevique ni à l'existence même des partis communistes. Si vous relisez ce qui se disait en juin 1948 contre les communistes, parce qu'on employait aussi ce terme déjà, il n'y avait pas de parti communiste en 1848, mais l'hostilité de classe était d'une radicalité terrible, et la répression physique l'a été aussi. Même chose à l'occasion de la Commune de Paris. C'était exactement la même dénonciation des communistes, de la racaille du ruisseau, de ce prolétariat ou de ce sous-prolétariat parisien qui faisait des siennes et dont il fallait se débarrasser, au point que Thiers a pu dire à la conclusion de la Commune, la question sociale est réglée.
C'était bien la question sociale qui était en jeu, beaucoup plus que des projets politiques qui pouvaient déranger certains milieux plus privilégiés. Et je pense à Georges Sand, progressiste féministe, pouvant dire à un moment donné dans un courrier, je ne sais plus à qui, à Flaubert, je crois, qui s'inquiétait beaucoup pour son mobilier qui était resté à Paris alors qu'elle avait quitté Paris, ce qui montre aussi des réactions de classe très fortes, puisque le mobilier pouvait l'emporter sur la vie des hommes. Donc la clé de cette violente hostilité me paraît être ce que l'on a considéré comme ayant disparu, des intérêts de classe, bien placés parce que le système ne se trompe pas en la matière, alors que nous on se trompe très souvent. Cette propagande de classe, en gros elle nous dit il faut tirer dans le tas, il faut dénoncer la canaille. Et la canaille, c'est une expression qui a été employée par l'Illustration, le Paris Match de l'époque, dès 1917, avec des photographies, c'était un journal en pointe à l'époque. Dans cette illustration, il y avait indiqué « Les canailles du ruisseau ont pris le pouvoir ». Les canailles du ruisseau. La révolution bolchevique n'avait encore commis aucune erreur, aucune faute, aucun crime. Elle était déjà classée parmi les voyous et parmi les canailles. Dernière observation préalable, le contenu de l'antisoviétisme a été évolutif, alors que la clé de cet antisoviétisme avait des points communs, des bases communes, c'est-à-dire la liquidation du mode de production capitaliste privé, parce que même si la révolution a échoué ultérieurement pour aller au-delà de la déprivatisation, c'était quand même pour les intérêts mis en cause fondamentale d'en être privé. Et puis cette accession qui a été soulignée au pouvoir de catégories sociales qui jusque-là n'avaient jamais eu aucun rôle réel, qui ne s'est jamais mis à son compte. Cette remise à son compte pour le prolétariat, y compris s'il y a eu ensuite des distorsions au sein de ce prolétariat entre ses représentants, etc., etc., c'était insupportable, et c'est toujours insupportable pour ceux qui se voient privés de ce pourquoi ils sont prédestinés. Quand on dénonce la corruption dans les milieux bourgeois, dans les milieux d'affaires, dans les milieux politiciens aujourd'hui, je pense que c'est une dénonciation qui, pour eux, n'est pas fondée. C'est dans l'ordre naturel des choses que de bénéficier d'un certain nombre de privilèges qui seraient acquis dès la naissance. Si on est bien né, on a droit à autre chose que les autres. Je pense que c'est parce qu'ils sont sur une autre planète qu'ils n'imaginent pas, même qu'il puisse y avoir une autre planète qui se construirait sans eux. Et ce qui a raté, finalement, ce n'est pas ça qui explique l'antisoviétisme. C'est ce qui le peu de choses qui a réussi font l'antisoviétisme. Ce qui a réussi contre précisément les intérêts dominants. Ce qui a été raté, c'est des critiques de gauche et des critiques doctrinales que l'on a développées ensuite nous-mêmes, etc., etc. Mais c'est ce qui a été réussi par les bolcheviks, le peu qui a été réussi, qui est à l'origine de cette campagne permanente et systématique de 1917 à la fin de l'Union soviétique, mais qui se prolonge aujourd'hui sur toutes les autres expériences. Par exemple, je pense au Venezuela. On reproche aujourd'hui au Venezuela, par exemple, d'avoir distribué la rente pétrolière pour financer des réformes sociales, des mesures sociales. Dans la logique économiste qu'on enseigne dans nos établissements, c'est tout à fait vrai, c'est fondé. Seulement, s'il n'y avait pas eu ces distributions sociales, le régime n'aurait rien changé à la réalité du quotidien et en conséquence, probablement, toutes les interventions extérieures auraient été bien accueillies par une population insatisfaite. Évidemment, on leur avait promis un certain nombre de choses nouvelles et puis rien ne venait. Et donc aujourd'hui, il n'y aurait plus un dirigeant encore chaviste qui essaie de survivre, il n'y aurait plus rien du tout, il y aurait déjà le retour à cette bourgeoisie comprador soutenue par les États-Unis. Et là encore, quand je vois des fois des débats moralisateurs qui se développent parfois dans notre presse, mais toujours dans la presse de la fausse gauche, de ces journaux que j'avoue avoir du mal à supporter, style Libération ou Le Monde, des journaux intelligents et malhonnêtes, comme je dis toujours. On peut être très intelligent et très malhonnête, d'ailleurs si on n'est pas très intelligent, on ne peut pas rester longtemps malhonnête. C'est pas possible. Qui font des analyses très critiques sur une sorte de révolution sans révolution.
Il y a un goût, je crois, qui s'est développé en France, grâce, je crois, à l'influence social-démocrate, d'accepter en fait l'idée de révolution. Même notre président de la République a fait un bouquin qui s'appelle Révolution. C'est dire que les mots ne veulent plus rien dire. Du moins, ils essayent. Mais c'est parce que je crois qu'on veut faire la révolution sans la faire. On veut la révolution sans la faire. Sans risque, sans coût, sans rien payer. On veut bien être souverain, mais il ne faut pas en payer le prix. On veut le beurre et l'argent du beurre. C'est à peu près ça, que ça ne coûte rien. De toute façon, on peut attendre, surtout à Libération et au Monde, évidemment, dans les salles de rédaction qui sont mieux payées que dans la salle du Patriote, en général, et même de l'Humanité. Pour la commune, on voit très clairement, quand on travaille un petit peu sur l'histoire de cette commune, comment les réactions de classe étaient fondamentales et plus affichées qu'aujourd'hui. Là encore, on voit comment les dominants de nos jours aujourd'hui ont appris à être plus intelligents que leurs prédécesseurs. Je ne sais plus quel était le crétin de gauche, d'ailleurs, si c'était M. Guy Mollet, j'ai choisi le pire, qui disait que la droite était la plus bête du monde. Je crois que non, elle est très intelligente. Et elle a adapté, aujourd'hui, il n'y a plus de classe, puisque la France est moyennisée, hein, c'est une thèse classique. Il n'y a plus, tout le monde est classe moyenne, et à partir de 2500, on est un privilégié quasiment riche, qui permettront aux éleveurs de haras de continuer à payer l'impôt. On ne parle plus de classe, on ne parle plus d'affrontement de classe, de peur d'une classe qui ne serait pas la sienne, on parle d'incompréhension, de gestion, et d'incompréhension de la part de ceux qui ne connaissent rien à l'économie politique. D'ailleurs, on ne parle plus d'économie politique, mais de l'économie de gestion. On ne parle plus de macroéconomie, on parle de microéconomie. Je connais ça dans les facs. Maintenant, un économiste généraliste, c'est quelqu'un qui se condamne à ne plus pratiquement pouvoir continuer à exercer son métier. Il faut travailler sur l'entreprise avec un E majuscule. Alors, il y a première anti-soviétiste, celle des forces conservatrices. Elle est parfaitement logique. Elle fait son métier, elle défend des intérêts. Et on voulait tuer, la révolution d'octobre a voulu tuer le capitalisme russe. Et dans le monde entier, le capitalisme a réagi comme ça allait de soi, comme c'est parfaitement fondé. Et comme toute la presse de l'époque conservatrice, tous les politiciens conservateurs de l'époque l'ont dénoncé. On parlait de Churchill ce matin. Dans les années 20, parlant de la révolution soviétique, il parlait de la révolution faite par une bande, je cite, une bande de conspirateurs sortis des bas-fonds des grandes villes d'Europe. C'était même pas des Russes, il y avait beaucoup d'étrangers et de droite européens, disait Churchill. C'est un mépris de classe qui ressemblerait presque à du macronisme, mais il était plus clair et plus net. On a parlé aussi de la sauvagerie talmudique des héritiers de Marx notamment, des bolcheviks, dénoncé lui-même comme fils de rabbin de Trèves. C'était qu'on mettait le paquet, hein, on y allait clairement. Et dans la vague rouge que je vous citais tout à l'heure, dont j'ai un exemplaire ici, en 1927, je cite encore une fois, quelques millions de juifs profiteurs pactisent avec les professeurs d'athéisme. C'est l'histoire des judéo-bolcheviques hein, qui ont été en vigueur jusqu'en 1945 pratiquement. Après on a basculé dans un autre thème, dans une autre problématique. On dénonce durant cette période, j'ai épluché cette vague rouge, entre autres, on dénonce la mise en commun des femmes, l'apprentissage du viol dans les écoles, comme je le disais, l'imposition de logements communs, comme si ça avait été le choix des soviétiques de mettre des familles dans le même appartement, alors que précédemment, il n'en avait aucun. Et puis on a légitimé les ingérences armées, l'appui aux troupes blanches. Il faut rappeler tout de même les gens qui sont intervenus, les États qui sont intervenus, l'Allemagne, le Japon, la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie, la Pologne, et ça a fait à peu près, au total, 9 millions de morts, en ajoutant, en y intégrant le 1,5 million de morts de cette guerre civile, les 2,5 millions de victimes de la guerre, plus la famine et la chute de la production qui a créé des situations inextricables. Le discrédit donc de la Révolution a été préfabriqué par les conservateurs, le milieu conservateur du monde entier,
avant même que cette révolution ait eu le temps de dire ouf, de faire quoi que ce soit. Et je pense que c'est la preuve fondamentale de sa mauvaise foi, mais en même temps de la qualité de ses interventions. Les thèmes conservateurs ont évolué ensuite, je passe vite. Il y a eu l'impérialisme rouge, qui dégénérait, semble-t-il, en Europe, en Asie, en Afrique, etc. Et la vague rouge de novembre 1928 parlait de la bolchevisation des nègres pour les soustraire à l'influence de la civilisation. C'est ce qui montre que dès 28, on disait des choses quand même très importantes. Je me souviens pendant la guerre d'Algérie d'un général français qui disait que l'Algérie, les soviétiques tournaient la France par l'Algérie, par le sud, et la couverture du bouquin, c'était une carte montrant une flèche rouge qui remontait de l'Algérie vers la France. Le FLN allait conquérir la France au nom de l'Union soviétique. Pas tout à fait ce qui s'est passé, mais c'était prévenu. Ensuite, avec la coexistence pacifique, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'idée de la convergence. Donc, plus la peine de se fatiguer à faire quoi que ce soit. Et puis ensuite, dès que la fin des mouvements répressifs contre les mouvements de libération nationale a été atteint, on est passé au stade des droits de l'homme. Remarquez bien le calendrier, aussi longtemps que l'on ne faisait pas dans la dentelle en Algérie et ailleurs, que les Américains bombardaient le Vietnam, etc., les droits de l'homme s'étaient mis sur la touche. À partir du moment où la France et les États-Unis n'ont plus ces problèmes à régler, on les a réglés pour eux, les peuples les ont réglés pour eux, on a commencé à parler massivement du goulag et des droits de l'homme. Là encore, c'était extrêmement intelligent, les Français sont sensibles aux droits de l'homme, je ne suis pas sûr qu'il ait toujours montré quand l'armée française torturait en Algérie, mais enfin, il y avait quelques-uns qui le manifestaient. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup autour de nous. Dans mes souvenirs, c'était pas la foule. Surtout pas dans les facultés de droit, ça c'est absolument clair. Pourtant, théoriquement, dans les facultés de droit, on apprend en général à ne pas brancher les gens sur EDF, mais enfin, ça ne choquait pas essentiellement les militants d'ordre nouveau, de Jeunes Nations et autres qui proliféraient dans ces couloirs. Deuxième type, moi c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est l'antisoviétisme de la social-démocratie. Ce matin, on a rappelé que la rupture a eu lieu très vite entre le courant socialiste, démocratique, russe et les bolcheviks, mais ça s'est produit dans le monde entier, en particulier en France, après les expériences de l'Allemagne où le SPD a joué son rôle dans la liquidation du mouvement spartakiste, etc., etc. Et durant finalement, depuis 1920 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la SFIO a joué un rôle très particulier à l'égard des communistes et à l'égard de l'Union soviétique. On pourrait reprendre des analyses très précises là-dessus, de Blum, de Longuet, de Jouot, etc. Et on a pensé qu'il y avait des substituts à la révolution bolchevique. Je cite Blum notamment, qui insistait sur l'idée que la Société des Nations et l'OIT qui est née largement en réaction à la peur du bolchevisme, donc il fallait faire quelque chose au niveau du droit du travail, au niveau des réalités sociales, pour compenser l'influence éventuelle de la révolution bolchevique. Cette SDN et cette OIT seraient l'ébauche de la future société, d'une société socialiste mondiale, et que l'on pouvait imaginer. En 1929, par exemple, André Philippe, qui a été une personnalité importante de la SFIO, disait que finalement la révolution ne s'imposait plus, puisque, je cite 29, que l'économie moderne tendait à supprimer les crises. On dirait de l'atelier, au niveau de la prospective. Et puis, au sortir, le soutien au colonialisme avant-guerre a été systématique de la part de la SFIO. À propos de la révolution, de la guerre du Rif, de la révolution d'Abdelkrim, voilà ce que disait la SFIO. La France apporte au Maroc une civilisation supérieure. C'est la SFIO qui dit ça. En 1932, Depreux, qui était ensuite à la gauche du parti SFIO, a dénoncé le nationalisme qui régnait et qui se développait dans les colonies, parce que le nationalisme des autres, c'est toujours très mauvais, seul le sien est positif. Sous la 4ème République, n'en parlons pas, la dénonciation de l'Union soviétique et des communistes a été systématique. Souvenez-vous qu'il y a eu des propositions de fusion organique entre le parti SFIO et le parti communiste dès la fin de la guerre, qui a été refusée systématiquement. Et ensuite, au contraire, la SFIO a joué le jeu de matelas permanent à l'encontre de l'influence communiste. Il y a un exemple dans le Var. Le département du Var était
à l'origine communiste. La droite a voté socialiste pour faire échec aux communistes dans le Var, et puis ensuite les socialistes ont été virés par la droite selon un processus tout à fait classique et traditionnel que l'on connaît bien dans notre pays. Cette hostilité au Parti communiste a été systématique. Ne parlons pas de la répression qu'on a déjà presque oubliée peut-être, des ministères de l'Intérieur qui ont presque tous été détenus pendant les années 50 par des ministres socialistes et après-guerre, et notamment le plus fameux d'entre eux, Jules Moche, qui a fait tirer sur les ouvriers et qui a mis en prison un certain nombre de militants. Ne parlons pas de ce qui s'est passé en Indochine, avec Vincent Auriol disant que Ho Chi Minh était entre les mains du bolchevisme international. C'était au congrès de mai 51, et au congrès de mai 51, pardon, de la SFIO, voilà ce qui est déclaré. L'Indochine est sur le front international de la lutte contre le stalinisme impérialiste, et il incombe à la France d'apporter sa contribution à la défense des nations libres. Voilà ce qu'a déclaré le congrès de la SFIO en mai 1951. Même chose pour l'Algérie, ça a recommencé. Ne parlons pas de Guy Mollet et Lacoste et de leur démonstration qu'ils ont fait en Algérie pendant la période où ils étaient au pouvoir. À ce propos, je fais une parenthèse très brève. Le groupe communiste a voté les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet et a soutenu pendant un petit moment le Front républicain. Quelle patience, quelle persévérance, au point que l'on peut se demander vraiment le pourquoi de cette persévérance et de cette patience à l'égard de ceux que certains appelaient les sociotraîtres, mais qui ressemblent à ce qu'on disait à ce propos. Ne parlons pas de ce qui a pu être dit par Mitterrand, par Mauroy. Mauroy a dit des choses extrêmement intéressantes. Il a dit que finalement c'était à cause du Parti communiste que le Parti socialiste n'avait pas évolué avec suffisamment de force. Et je crois que c'est l'un des intérêts aussi de la révolution bolchevique et des partis communistes, même s'ils ont été suivistes, c'est qu'ils ont obligé, là où ils existaient en force, la social-démocratie à ne pas glisser vers les positions qu'elle a adoptées maintenant depuis 1991, qui sont de plus en plus droitières, qui font que ce ne sont même plus des partis de gauche. Je crois que l'existence même des partis communistes et de l'Union soviétique ont conduit à gauchiser la vie politique locale et à faire adopter par les droites les plus conservatrices des mesures sociales qu'ils n'auraient sans doute pas adoptées s'il n'y avait pas eu cette crainte de stimuler les partis communistes et de favoriser l'image de l'Union soviétique. Et je vois que la phase de coexistence pacifique a été particulièrement négative pour le mouvement progressiste et pour le mouvement ouvrier, même si on a été nombreux, et moi y compris, à applaudir à ce moment-là cette idée que peut-être la guerre était évitable, mais au prix de quoi? Au prix sans doute d'une très forte décroissance des mouvements ouvriers révolutionnaires. Et puis enfin, il y a l'antisoviétisme théorique de gauche, que j'appelais de gauche. Moi, j'ai toujours été gêné, et je m'en excuse auprès de ceux qui ont ce sentiment et qui font cette analyse, des accusations de mauvais communisme, de perversion du marxisme, du diamat, de la mise en cause du léninisme dans certains secteurs, des critiques radicales du stalinisme, dont je ne sais pas exactement ce dont il s'agit. Je pense par exemple au 19e congrès, au 18e congrès, non, au 19e congrès, qui s'est achevé un peu dans l'enlisement parce que Staline est mort juste après et qui ne disait pas tout à fait les choses que l'on reproche ensuite à Staline. Il faudrait, je pense, travailler sur ce 19e congrès qui est passé à la trappe en raison précisément du 20e. Bien sûr qu'il y a tous les fondements possibles et imaginables dans la critique portée sur les déformations, les perversions de l'Union soviétique et de la révolution bolchevique, mais on a vu ce matin très clairement quelles étaient les circonstances et comment en fait il ne s'agissait pas d'une petite expérience comme ça d'un peuple qui essayait d'organiser une autre société que celle que l'on connaissait. C'était infiniment plus compliqué que ce que l'on pouvait croire quand rien n'avait commencé. La Commune de Paris avait donné l'exemple de cette complexité.
je regrette que l'on qu'on ne porte pas les mêmes critiques à l'égard de la Commune de Paris qu'à l'égard de la révolution bolchevique, parce qu'il y a eu des carences inimaginables, par exemple la bonne gestion de la Banque de France, au lieu d'en faire un outil de pression sur la bourgeoisie versaillaise, le pluralisme, les divisions existantes entre les communards, entre toutes les tendances, les exécutions inutiles, Monseigneur d'Arbois, etc., qu'on nous a balancé ensuite dans l'histoire en permanence. Je vois une réaction en disant qu'un évêque de plus de moins. Bon. Je suis d'accord. Les enfants par centaines. Ça ne me dérange pas. Bon. Mais pourquoi n'a-t-on pas fait notre propre procès de notre expérience historique plutôt que celle des autres? On est très indulgent pour la Commune, mais on l'est très peu pour la révolution bolchevique. 75 jours. Je pense que c'est un petit peu gênant. 75 jours la Commune. Je crois que nous n'avons pas, pendant la période où l'Union soviétique était encore vivante, apporté notre contribution. Je crois que les amorces de contribution ont été tuées dans l'œuf. Je pense que c'était une occasion de dire aux soviétiques voilà ce que nous on pense, alors qu'on faisait surtout le relais inverse. On disait aux Français ce que pensaient les soviétiques. Je ne suis pas sûr que c'était le bon cheminement qui a été pratiqué. Je me souviens dans les locaux des sections, tous les documents des comités centraux du Parti soviétique étaient là. On les épluchait, on les analysait. On avait oublié Jaurès, on avait oublié la Commune, on avait oublié à peu près tout. Et à nos amis soviétiques, on leur disait que ce qui leur faisait plaisir. Là encore, je m'interroge sur le pourquoi exact. Du moins, je ne veux pas le savoir. Je crois que nous, on aurait pu être, en Occident, les critiques, non pas des excès du communisme, mais des insuffisances. À l'époque, nous étions discrets, ou alors prudents. Donc les PC occidentaux, je crois, sont mal placés aujourd'hui pour jouer ce rôle de procureur, alors que les antisoviétiques, eux, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Je crois que globalement, et je conclurai par là, en essayant de débattre ensuite, parce que je crois que c'est plus intéressant, au-delà de la critique solidaire que l'on aurait pu manifester, lorsqu'il en était temps, lorsque ça aurait été peut-être un peu utile avec un peu de courage et un peu de souveraineté, que la révolution bolchevique a permis à stimuler les progrès, les ajustements du capitalisme. Je crois que le capitalisme n'aurait pas atteint le stade de développement social qu'il a atteint s'il n'y avait pas eu cette crainte permanente du modèle soviétique, qui n'était pourtant pas un modèle, mais qui était inquiétant pour les intérêts de ceux qui dominaient le reste du monde. Les droits sociaux, notamment, auraient été certainement sous-estimés s'il n'y avait pas eu ce modèle soviétique. Tout à l'heure, on parlait des assurances sociales créées par Bismarck. Il y a un petit complément que je voudrais ajouter. Bismarck avait déclaré à ce moment-là, je retire sous les pieds du Parti social-démocrate le tapis grâce à la réforme des assurances sociales. Que le Parti social-démocrate réclamait depuis longtemps, c'est Bismarck qui l'a réalisé. Et je pense que là, les conservateurs français, les socialistes français ont fait de même par crainte de ce qui pouvait donner lieu à une prise de la part des partis communistes et de l'influence de l'image de l'Union soviétique. Je crois que l'Union soviétique a aussi eu cet immense rôle d'assistant du mouvement de libération nationale. C'est quand même un phénomène extraordinaire pour le XXe siècle. La majorité des peuples du monde s'est libérée largement parce qu'il y avait un contre-feu à la domination coloniale. Et à défaut de ce pays qui a commis des crimes, des fautes, des goulags, etc., il y aurait sans doute une situation infiniment encore plus complexe dans ces pays du Sud. Enfin, je pense que ce travail objectif qu'a réalisé la simple image de la révolution bolchevique a conduit malheureusement à des perversions chez nous-mêmes. Je ne parle pas de perversion chez eux, mais chez nous-mêmes. Nous avons, nous qui sommes des adeptes du matérialisme, sacrifiés à des images saintes. Nous avons sacralisé ce qui ne méritait pas de l'être,
au moins jusqu'en 1968, c'est-à-dire jusqu'aux événements de Prague. Puis on a désacralisé avec la même vigueur, je crois sans non plus prendre en considération ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire tout ce qui a été utile dans cette révolution bolchevique. C'est-à-dire que nous sommes comportés en religieux. Le religieux qui se convertit, puis après qui devient renégat à sa propre foi, mais avec la même virulence, le même dogmatisme dans les deux sens. Je crois que ça, c'est une attitude qui doit nous conduire à être prudents et modestes. Une question pour terminer. S'il n'y avait pas eu cet antisoviétisme, cet isolement de l'Union soviétique, sans assistance de qui que ce soit, que serait devenu l'URSS? Est-ce que les vieux démons russes auraient fonctionné? C'est possible. Ils fonctionnent aujourd'hui. Mais la Russie d'aujourd'hui a eu le mérite d'intégrer la révolution soviétique et on va en entendre des vers et des pas mûrs avec l'anniversaire tel qu'il va être célébré à Moscou et en Russie d'aujourd'hui. On va pouvoir se régaler dans l'anti-Russie qui va ressembler tellement à l'antisoviétisme qu'on risque de se mêler les pattes. Que serait-elle devenue si cette URSS avait pu se développer en pleine souveraineté? Que deviendrait le Venezuela en pleine souveraineté, la Bolivie en pleine souveraineté, Cuba en pleine souveraineté, le Vietnam en pleine souveraineté, etc. etc. Je pense que ce qui veut dire aussi que parfois dans des contentieux qui existent dans le monde, je pense tout simplement parce que j'y ai travaillé au contentieux entre la Corée du Nord et les États-Unis, est-ce qu'il faut prendre sur parole les thèses américaines quand ça nous arrange, les dénoncer quand ça ne nous arrange pas, et n'avoir d'indulgence que pour les Palestiniens et les Cubains, ce qui paraît être une vieille tradition chez nous aussi, ce que je ne conteste pas, mais pourquoi eux seuls et pas les autres? Moi je trouve par exemple que la révolution bolivienne est extrêmement riche. Imaginez un Indien reprendre dans son propre pays le pouvoir, c'est une révolution extraordinaire. On y consacre quelques lignes de temps en temps, et ça ne mobilise pas les foules, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur du mouvement ouvrier, du mouvement communiste. Le Vietnam, on n'en parle plus du tout. Je n'ose pas non plus savoir pourquoi. Il y a des raisons, etc., etc. Bon, finalement, je pense qu'il faut jeter un regard sur nous-mêmes avant tout, à l'aide de la révolution d'octobre, à l'aide de toutes les révolutions dans le monde, mais ne pas se faire ni procureur ni juge. Merci. Merci Robert. Donc là, nous avons notre troisième thème, et on voit bien que l'antisoviétisme et l'anti-russe d'aujourd'hui, il y a un lien assez étroit. Pierre, donc Je pense tu qu'il es va y ingénieur avoir du son de la salle. de nombreuses questions. Que les doigts se lèvent. Oui, Robert a eu le mérite de rappeler et de faire remarquer que la réflexion sur l'histoire de l'Union soviétique et de l'antisoviétisme éclaire les luttes d'aujourd'hui. C'est aussi l'intérêt de se retrouver aujourd'hui et de réfléchir. Et je pense en effet que le besoin qu'a par exemple le mouvement social en cours, je parle du quotidien aujourd'hui, on a un mouvement social en France qui est contradictoire mais qui est réel, avec une bataille syndicale importante, ne serait-ce que la manif de mardi dernier, appelle aussi la question de la perspective. Parce qu'une des limites qu'a justement le mouvement social, et une des difficultés, c'est aussi la capacité à montrer est-ce qu'on peut faire autrement. Et c'est une des limites qu'on a. D'où l'intérêt de revenir sur l'histoire d'une manière, en effet, à la fois, je dirais, militante et dépassionnée. Ce qui peut paraître contradictoire, mais les deux me paraissent nécessaires. Et le ton qu'a pris Robert me va bien de ce côté-là. J'ai une petite nuance, ceci dit, quand même, mais c'est une question d'histoire. On a le même passé politique avec Robert, mais avec quelques années de différence, très peu. Hein. Moi, j'ai commencé à militer dans les années 70. Il me paraît quand même
c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais l'idée comme quoi les communistes français auraient continué à défendre l'Union soviétique, urbi et orbi, sans nuance jusqu'au bout, mérite quand même une... Voilà. Voilà, d'accord. Ok. Donc, parce qu'il y a des périodes, il faut aussi réfléchir à la période des années 70 qui a été éminemment contradictoire de ce point de vue-là. Justement, il serait intéressant de voir comment, justement, les communistes français ont réagi dans les années 70 avec ce qu'a été l'eurocommunisme, avec notamment les communistes italiens et espagnols qui ont eu, eux, leur propre histoire liée à leur société, et après avec les années 80. Avec là aussi une petite réflexion personnelle, mais c'est une expérience personnelle, c'est que l'antisoviétisme a induit aussi chez les communistes français des réactions, et là je partage, qui n'ont parfois pas été nuancées. C'est vrai que pour ceux qui ont vécu, pour les moins jeunes d'entre nous, 79-80 avec l'intervention soviétique en Afghanistan, avec aussi d'autres aspects, mais je pense surtout à cet aspect-là, il y a eu un déferlement anticommuniste dans ces années-là, hein, au mi-temps, juste à la charnière des années 70-80, qui était phénoménal quand même de ce point de vue-là. Alors évidemment, aujourd'hui, si on regarde la situation de l'Afghanistan, ça permet un certain relativisme, parce qu'en gros, les Américains sont dans la même merde aujourd'hui qu'étaient les Soviétiques à l'époque, hein, si je vais vite, mais c'est à peu près ça quand même. Mais on a eu à une époque quelque chose de très difficile qui, c'est vrai, du coup, a amené une réaction chez les communistes français, un peu de réaction, je dirais, pro-soviétique, qui n'a pas forcément été sans nuance non plus. Voilà, il y a comme ça des allers-retours, et l'antisoviétisme a aussi été un piège. Dire qu'il a eu aussi, pour réaction, et là je partage avec ce que tu dis, le fait d'empêcher sans doute peut-être une analyse froide et scientifique de ce qu'était l'Union soviétique, de ses défauts, etc. Parce que quand on est attaqué, et c'est une réaction humaine normale, quand on est attaqué, on se défend. Et quand on se défend, c'est parfois pas facile d'avoir des nuances, toutes les nuances d'analyse, tout, etc. Voilà, c'était juste une remarque. Une chose, je m'aperçois, j'ai oublié, qui me paraît fondamentale. Micro. L'antisoviétisme a été d'une extrême efficacité en confondant l'État soviétique et les partis communistes d'opposition. Comment est-ce qu'on peut comparer un État qui est d'abord un État, quelle que soit sa couleur, quel que soit son drapeau, et un parti d'opposition, même s'il se réclame d'un drapeau qui a la même couleur? C'est une malhonnêteté fondamentale. Aucun parti d'opposition ne peut être dans la situation d'un État. Un État, c'est d'abord un État, hein, c'est fait pour être ça. Et quand on nous a accusés de tous les maux que provoquait l'État soviétique, d'être coupable et complice de ce que faisait un État, c'est la pire des malhonnêtetés, je crois, intellectuelles. Mais la politique, c'est pas un secteur où l'honnêteté règne en général. Hein. Mais ça, c'est évident. Hein. J'ai jamais eu le sentiment qu'un parti de droite, conservateur français ou autre, soit accusé de problèmes venant d'ailleurs. Je crois par exemple le malaise qu'a créé l'élection de Trump avec les États-Unis, mettant en cause l'image des États-Unis, ce qui est le plus grave sans doute pour les Occidentaux, est paré par l'idée qu'il y a deux Amériques. C'est le thème en ce moment de la propagande pro-américaine, on la voit de plus en plus se développer. Il y a deux Amériques. Il y a la bonne anti-Trump et puis il y a Trump. Jamais on a dit qu'il y avait deux unions soviétiques. Jamais on a dit qu'il y avait des communistes de ceci et des communistes de cela dans les partis communistes. Pour les États-Unis, on fait très attention parce qu'on a très peur que 4 ans de Trump, ça fasse beaucoup pour l'image des États-Unis dans le monde et que ça discrédite en fait ce qui est la référence absolue des milieux conservateurs et des milieux sociaux-démocrates, et qui sont parfois plus pro-américains que la droite. Ils ne sont jamais responsables de rien parce qu'il y a une autre Amérique, regardez, il a le coup du dragueur professionnel et du violeur professionnel qui finance le Parti démocrate. Ça, c'est un sale coup, parce que même la deuxième Amérique a quelques tares. C'est ennuyeux. Hein, mais il y a deux Amériques. Il y a la bonne et l'autre. Il devait bien y avoir quelques bons soviétiques aussi, quand même. Oui, peut-être quelques remarques. J'enlève rien à ce que tu as dit, Robert, sur l'antisoviétisme et qui se poursuit. J'en voudrais pour exemple, à propos du mouvement des pays en voie de développement sortis du colonialisme, j'ai eu à discuter avec le consul d'Algérie qui, à la fin de la perestroïka,
disait c'est une catastrophe pour tous les pays en voie de développement que l'Union soviétique eh bien, s'écroule. Voilà. Je veux dire que ça montrait qu'elle avait joué un rôle important dans toute la libération au niveau de la planète. Et en même temps, tu as pratiquement évité un certain nombre de choses sur les critiques qu'on pouvait porter au fonctionnement non seulement du parti de l'Union soviétique, mais de l'État soviétique. En premier, je pense que mon collègue devant l'a souligné, dans les années 70, quand le Parti communiste français a été capable d'essayer d'élaborer un socialisme à la française, on s'est démarqué sur le fond d'un certain nombre de principes dogmatiques du PCUS. Et entre autres, on avait publié L'URSS et nous et quelques autres publications de ce genre qui avaient mené débat. Georges Marchais avait été reçu à Moscou et avait pu faire signer par le PCUS pour la première fois par le parti de l'Union soviétique avec un grand parti qui était le nôtre, les divergences que nous avions. Cela a été étouffé au niveau international et dans les médias par la prise de position de Georges Marchais sur l'Afghanistan qui est passé devant et qui a tout balayé, ce qui était terriblement important théoriquement entre nos deux partis. Ça, c'est la première des choses. Donc, on a été capable, à un moment donné, de porter des critiques, de définir ce qui était pour nous des traits universels du socialisme. On a vite rebattu pour deux raisons. J'ai discuté aussi avec des dirigeants de l'époque Dubček, en Tchécoslovaquie, qui étaient de vrais communistes et que l'on a balayé d'un trait de plume. Hadjek me disait, on a été embarqué une nuit en avion par les soviétiques, on ne savait pas si on allait retourner. On est arrivé à l'Union soviétique, on nous a dit voilà comment les choses vont se passer. Et donc lui nous disait, le Parti communiste français, il devrait intervenir plus fortement pour justement ouvrir cette voie démocratique au socialisme. Et si nous avons réprouvé l'intervention, il faut bien reconnaître que 2 ans après, on s'est couché. Et donc, pourquoi cela? Pas pour des problèmes théoriques, tout simplement parce que le PCUS et l'État soviétique, eh bien, nous apportaient un soutien financier et autres qui nous obligeait à nous mettre un peu en veilleuse. Et c'est ce que disaient les Tchèques. Ils nous disaient, on comprend bien que dans la situation où vous êtes face à une bourgeoisie où vous luttez, il vous faut évidemment le concours du PCUS pour continuer. Donc on peut comprendre en partie vos positions, qui étaient celles d'ailleurs du parti vietnamien qui a soutenu l'intervention en Tchécoslovaquie, parce que, évidemment, il recevait l'aide directe militaire et toutes sortes par l'Union soviétique. Donc il y a là des contradictions qui font que l'antisoviétisme aussi est arrivé à s'accrocher sur des faits réels et des comportements réels du PCUS et de l'Union soviétique, malheureusement. Donc ça n'enlève rien sur le fond et sur l'orbite de ce XXe siècle avec cette révolution essentielle. Mais je voudrais terminer par les mêmes critiques portées par Guevara. Quand Guevara dit à Alger, et je pense qu'il a raison, il dit à Alger, le PCUS, l'Union soviétique soutient évidemment, il ne doit pas faire payer au prix du marché les collaborations qu'il donne avec les pays en voie de développement. Et deuxièmement, il dit, il faut créer plusieurs Vietnam dans le monde face à l'impérialisme américain et l'Union soviétique. Et nous disons, on n'exporte pas la révolution et donc aucun parti communiste doit soutenir la démarche guévariste. Si je peux, si j'ai le droit de prendre la parole. Oui, bien sûr, Charles. Sur l'antisoviétisme, quand même, les dirigeants du Parti communiste ont contribué. Moi, j'en ai la preuve. Je connaissais très bien la Russie et plus particulièrement les pays de l'Est. Et nombreux jeunes militants de l'époque qui visitaient les pays de l'Est, on avait des critiques à formuler, mais souvent on nous balayait d'une main, on ne pouvait pas dire certaines vérités. Et je crois qu'on n'a pas aidé au mouvement vraiment à donner la clarté des choses. Par exemple,
tu parlais du financement. En effet, je pense qu'on était tenu. Moi, j'ai trouvé quelque chose, c'est ma propre expérience, parce que j'étais dirigeant pendant quelques années du Parti communiste français. Et par exemple, Berlinguer qui a critiqué énormément l'Union soviétique. Et l'anecdote, c'est que le député du Belco, d'à côté, il nous a amené des mallettes pleines de dollars pour l'Amérique du Sud. Que des copains, je ne dirais pas les noms, qui travaillaient à Air France, transportaient, par exemple pour le Parti communiste d'Haïti, et c'était l'Union soviétique qui fournissait l'argent. Alors ça ne passait pas par le comité central de Paris, mais par Berlinguer, en prenant les raccourcis. Vous voyez un peu la complexité de la chose. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, moi, de la Révolution d'octobre, c'est que ça a transformé la planète. Ça a transformé. Décolonisation, c'est là que ça a commencé. Parce que les peuples voulaient leur émancipation. La classe ouvrière, dans tous les pays, voulait s'émanciper aussi. Ça leur a donné du tonus. Même si l'expérience est très critiquable, et aujourd'hui on peut même contester, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on a intérêt à bien valoriser ce qui s'est passé et ce qui a fait transformer la planète. Parce que je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu la Révolution d'octobre, on n'en serait pas à ce point-là. On a un impérialisme, on voit aujourd'hui, qui se sent très puissant, mais en même temps, si je fais un lien moi, avec l'antisoviétisme et l'anti-russe. Anti-russe, pourquoi? Pour moi, ce n'est pas un pays socialiste, ce n'est pas un pays communiste, c'est un pays capitaliste, avec des mafieux, tout ce qu'on veut. Bon, je connais bien, par exemple, la Bulgarie, comment ça se passe. Mais la Russie, c'est quoi? C'est un rapport de force. C'est qu'il ne s'allie pas aux États-Unis. Et ça, c'est par rapport à l'impérialisme américain et aux Occidentaux, aux financiers, ça ne leur convient pas. Parce que même un pays comme la Russie, dirigé par Poutine, on ne lui fait pas faire n'importe quoi, comme avec Helsinki. Qu'aujourd'hui, on apprend bien qu'Helsinki a été mis en place par la CIA. Il y a eu des documentaires et tout, mais qui sont flagrants. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Je vous laisse le débat. Un petit ajout aussi, quand le Parti français a décidé d'abandonner la notion de dictature du prolétariat, là je crois qu'au plan théorique, on a fait de la démagogie, parce que la dictature du prolétariat pour Marx, ce n'était pas la dictature soviétique, hein, ça n'avait rien à voir. C'était tout autre chose. Hein. Et je me souviens du débat à la conférence fédérale des Alpes-Maritimes, où plein de militants ont renoncé à la dictature du prolétariat en la découvrant en même temps. Parce que, il y avait un débat qui a été contradictoire. Ils se sont aperçus que peut-être Marx parlait d'autre chose que d'un État totalitaire, s'imposant, etc., au nom du prolétariat. Et ils ont quand même dit non, parce que c'était demandé par la direction, hein, mais je crois que c'était des fautes théoriques aussi. Justement, ça aurait été l'occasion de débattre sur le totalitarisme, sur l'autoritarisme, sur les interprétations qu'on a pu donner au travail et la réflexion de Marx, de Lénine, etc. Non, on a rejeté. Toujours dans cette idée des images saintes que l'on respectait avant tout, ou bien image sainte aussi de la voie nationale. La voie nationale, c'était quoi? C'était une réplique à quoi? C'était la recherche de quoi? Est-ce qu'on avait déjà travaillé pour justifier cette voie nationale sur Jaurès, sur la Commune de Paris, sur juillet 48, sur la résistance? Je ne suis pas absolument sûr. C'était presque la roue de secours après le suivisme. C'est toujours des sortes... Cette négligence à l'égard de la théorie aussi, considérée comme un superfétatoire. Ça, je crois que c'est une vieille tradition aussi du mouvement ouvrier français, qui a, depuis toujours, qui a eu des sympathies plutôt anarcho-syndicalistes que marxistes. Le marxisme dans la commune, il n'y avait pas beaucoup de marxistes. Et je ne suis pas sûr que les marxistes aujourd'hui dans le parti, ça ne soit pas une tendance. C'est une question. À la fois, merci. Oui, concernant la notion même d'antisoviétisme, moi j'ai un peu du mal à savoir exactement ce que ça recouvre. Je ne sais pas si ça recouvre exactement la même chose que l'anticommunisme. Et même le concept de soviétisme lui-même, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est l'idéologie soviétique telle qu'elle a émergé au moment de la révolution
soviétique, la révolution russe, ou est-ce que c'est l'Union soviétique en tant qu'État et en tant que régime, telle qu'elle s'est développée au fil du temps, et qui n'est pas la même en 1920 qu'en 1930, qu'en 1940, qu'en 1950, qu'en 1960, etc. Donc il y a déjà ce premier plan. D'autre part, dans l'antisoviétisme, il y a d'autres courants aussi qu'on peut catégoriser dans le cadre de l'antisoviétisme. Il y a le courant anarchiste qui a été antisoviétique, notamment après la guerre d'Espagne. Et même parmi les gens se revendiquant du communisme et même du marxisme-léninisme, il y a des gens qui ont été anti-soviétiques et même des États qui ont été anti-soviétiques dans un certain sens. Je pense notamment à la Chine, au Parti communiste chinois et à Mao, qui a été dans un sens anti-soviétique. Donc c'est pour ça la notion même d'antisoviétisme, je me demande si c'est pas un concept un petit peu à géométrie variable, dans lequel un peu fourre-tout, dans lequel on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai essayé de dire. Hein. Tito était communiste. L'antisoviétisme a été marqué par une politique, par la politique de la canonnière, qui a été très offensive, qui a été relayée par le droit-domisme, très très actif, qui a été déjà adopté par l'eurocommunisme, y compris le Parti communiste français, aujourd'hui effectivement sienne cette diplomatie de droits de l'homme. Donc dès qu'on évoque la question internationale, toujours il y a la question des droits de l'homme. Déjà, on le trouve dans toutes les plumes des partis de gauche, y compris le Parti communiste français. Comment vous expliquez effectivement c'est-à-dire la diplomatie de droit de l'homisme a joué un rôle très très important dans la détenissance du mouvement révolutionnaire dans le monde et continue toujours effectivement à jouer un rôle important dans le programme des partis communistes. C'est la première question. La deuxième question, c'est effectivement, pour comprendre l'antisoviétisme, est-ce qu'on ne peut pas l'envisager en deux étapes? La première étape, c'est avant le congrès de 56, c'est-à-dire le congrès du Parti communiste bolchevique. Et la deuxième période, c'est à partir du congrès, le 20e congrès des partis communistes bolcheviques à partir de 1954. Bon, sur la première question, moi je crois que j'ai essayé de le dire aussi, le droit de l'homisme, cette façon de tuer le politique, de vouloir tuer le politique, en se référant sur n'importe quelle question aux droits de l'homme, civils et politiques d'ailleurs, jamais socio-économiques ni culturels, aux droits civils et politiques, le droit électoral, etc., c'est né lorsque le monde occidental s'est plus ou moins libéré de ses obligations répressives dans la lutte contre les mouvements de libération. Bon, c'est pas un hasard. Comme il savait les carences qui existaient en Union soviétique, c'était un moyen pour l'Occident de passer à l'offensive contre l'Union soviétique et contre le communisme qui était associé. Ça, c'est clair, c'est simple à comprendre. C'était une façon de mettre l'accent sur les carences de l'Union soviétique en la matière, les droits civils et politiques, encore une fois, pas les droits sociaux, économiques et culturels. C'est quand même intéressant. On parle des droits de l'homme, mais c'est seulement une certaine catégorie de droits de l'homme, malgré tout ce qu'a pu déclarer l'Assemblée générale des Nations Unies et autres et autres. Bon. Donc ça marchait. Mais c'est une façon de tuer le politique. Et donc, si, pour notre part, nous sommes aussi, d'une certaine manière, nous avons été conduits à nous rallier à cette position, parce que vis-à-vis de l'opinion française, c'est difficile de dire les droits de l'homme, on s'en fout. D'autant que c'est pas ça qu'on pense. On a été placé sur la défensive, alors que peut-être il aurait fallu contre-attaquer, par exemple sur les droits économiques, sociaux et culturels. On l'a fait un tout petit peu, mais pas beaucoup, et puis ça passe pas facilement, parce qu'ils sont indissociables, tous ces droits de l'homme. Bon. Mais c'était, pour l'Occident, une technique pour tuer le politique. Tout se ramène à une seule question, et une question qui, d'ailleurs, qu'on n'examine jamais réellement et concrètement pour la réalité française, par exemple. Parce que je voudrais bien savoir ce qu'il en est des droits de l'homme en France dans l'histoire réelle, concrète des choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour la vie quotidienne des gens, les droits de l'homme? Dans quelle mesure la démocratie est une réalité
française concrète, où que ce soit dans le monde d'ailleurs. Je n'ai pas du tout le sentiment, moi je le dis parce que je le crois, la démocratie c'est à venir. C'est ce que disait Derrida, je crois, c'est toujours à venir. C'est pas une réalité, c'est pas un paquet de cadeaux qui existe ici, qui n'existe pas là. La distinction dictature-démocratie, ça me paraît aussi une distinction binaire à la Reagan ou à la Bush, mais pas une réalité non plus. Il y a une évolution, c'est un processus, il y a des dégradations du régime le plus totalitaire jusqu'à la démocratie la plus avancée. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Mais on s'est fait avoir aussi là-dessus, on s'est fait prendre à contre-pied, parce que c'était des réactions quasi compassionnelles qu'on manifeste à propos des droits de l'homme. On pleure sur les droits de l'homme violés ici et là. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire, nous? Par exemple, quand on dénonce les droits de l'homme dans tel ou tel pays, je pense à la Corée du Nord que je connais un peu. Ce qui est fondamental pour les droits de l'homme en Corée du Nord, si on est vraiment un humaniste, ça serait de lever les embargos, les sanctions multiples qui créent un effet citadelle à l'intérieur même du pays. Comment voulez-vous, dans un pays en état de belligérance, que se développe la démocratie et les droits de l'homme civils et politiques? C'est impossible, de même que pour la révolution bolchevique. C'était impossible, si ce n'est d'accepter la capitulation. Alors comment faire pour essayer d'expliciter tout ça vis-à-vis de la question des droits de l'homme qui a été portée à la manière kouchérienne, premier plan en permanence dans les médias pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus vrai d'ailleurs. On est passé au sécuritaire maintenant. On parle beaucoup moins des droits de l'homme. Et maintenant, c'est le sécuritaire. Tout est justifié maintenant par le sécuritaire. Et là encore, on tue le politique. Parce qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la sécurité générale, etc., tout le reste, c'est fondamental. Le reste ne compte pas vraiment. À chaque fois, et c'est toujours l'intelligence du système dans lequel on se retrouve, des thèmes nouveaux s'imposent qui justifient la pérennisation de ce système. Et à chaque fois, on est sur la défensive. On n'arrive pas à passer à la contre-offensive, on recule en permanence. On n'arrive pas à trouver des terrains de contre-offensive. Il faudra bien un jour qu'on se trouve notre marne et puis qu'on passe à l'offensive, un jour ou l'autre. Sur quel terrain? Je pense que c'est en cours de réflexion aujourd'hui. Jérémy? Est-ce qu'on a encore le temps de poursuivre le débat? 12 minutes, puisqu'on avait prévu 15h30. Comme dit mon voisin, ça va, j'en prendrai que 15. Alors, j'ai trois petits points à aborder. Alors, déjà sur l'anti-russisme, je sais pas, on peut dire ça comme ça, j'ai découvert donc effectivement l'ancienneté de cette chose. Bon, il faut se rappeler que déjà il y a eu les croisades des Teutons contre les personnes qui n'étaient peut-être pas douées d'une âme, les Slaves. Un peu plus tard, il y a eu la première grande propagande imprimée. La personne qui en a été, entre guillemets, victime, c'était Ivan le Terrible. Si je ne me trompe pas, Ivan le Terrible, c'est Ivan Grozny en russe, et Grozny, ça ne veut pas dire le terrible, ça veut dire le redoutable. Mais c'est la propagande, alors ce qui est assez amusant, vous allez voir la chute, c'est assez amusant, c'est donc les Teutons qui ont créé un ouvrage de propagande en disant, donc, Ivan le Terrible, Ivan le Redoutable, avait donc organisé tout un tas de massacres, etc. Bon, tout n'était pas faux, mais c'était un pamphlet, c'était quand même un pamphlet, ça. Et alors, donc, quand il y a une guerre entre les deux, alors ce qui est assez amusant, c'est que les Teutons, donc c'est les Lituaniens d'aujourd'hui, en fait, etc., pour se défendre, se sont alliés à la Russie et, je crois, à un autre pays d'Europe, entre guillemets, occidentale. Ils ont donc repoussé l'invasion. Pourquoi? Pour se faire absorber par les deux autres qu'ils avaient appelés à l'aide. Si ça vous fait penser à des choses un peu récentes, l'Ukraine, ou ce qui se passe d'ailleurs en Lettonie, Lituanie, etc., bah c'est assez amusant. Alors ça, c'était donc c'est assez ancien, hein. Ça c'est de 1500 quelque chose, cette histoire-là, donc ça date. Des réflexes qui datent. Alors, sur les droits de l'homme, j'avais un truc très rapide à dire, mais bon, ça va peut-être être dit trop vite, mais dans les critiques que nous, on peut formuler vis-à-vis de l'Union soviétique, il faut aussi se rappeler, enfin là, moi j'ai découvert ça en lisant le bouquin d'Henri Alleg qui s'appelait Le Grand Bond en arrière, je crois, un truc comme ça, où voilà, le but c'était de montrer ce que ont perdu
voilà, ce qu'ils ont perdu. Et c'est terrible. Quand vous lisez ce bouquin-là, je veux dire, on peut avoir toutes les critiques qu'on veut, putain, ça fait chier. Voilà. Un exemple qui peut toucher, je pense, nos modes de vie occidentaux, parce qu'on est très sensible au fait de pouvoir voyager partout. Le monde entier, on s'en fout, hein, que le gars du Niger, tout ça, lui, il n'a pas le droit de voyager. Il n'a pas la bonne couleur, il n'a pas le droit, lui. Mais nous, on est la bonne couleur, donc on a le droit de voyager. Bon, et donc c'était choquant là, parce qu'il y a des gens de la bonne couleur en Russie qui n'avaient pas le droit de voyager. Hein. Ah, c'est terrible. Ils n'avaient pas le droit formel d'aller en Australie, par exemple. D'accord ? Mais par contre, avec un mois de salaire, un ouvrier ouzbek, pouvait se payer, je crois que c'est l'exemple qui est pris, pouvait se payer un aller-retour tous les ans à Moscou. Maintenant, aujourd'hui, voilà, il a le droit d'aller en Australie. Voilà. Sauf que pour se payer le même aller-retour à Moscou en avion, c'est 13 mois de salaire. Voilà. Donc voilà une nuance droit de l'homme formel, droit de l'homme réel, qui ne s'oppose pas, hein, les deux se complètent, et Robert, tu l'as bien dit. Et je fais court pour le dernier. Je pense qu'il faut qu'on soit tous très vigilants dans les reproches qu'on peut faire aux autres partis communistes, qu'on a pu faire par exemple à l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que très souvent, ça nous servait à reprocher aux autres de ne pas avoir fait les choses à notre place. Et pendant ce temps-là, de se dédouaner nous-mêmes de ne pas faire notre tâche. Notre tâche était de réaliser, je vais très vite, la révolution chez nous, mais en fait on s'est peut-être parfois un peu trop réfugié dans le fait d'aller faire la critique de ce qui ne se faisait pas ailleurs, et mince, ils n'ont pas fait les trucs à notre place, quoi. Voilà, je pense que c'est important. Ça me rappelle les pieds rouges, au lendemain de l'indépendance de l'Algérie. Hein. Toute une masse de Français intellectuels notamment sont allés en Algérie pour aider à la révolution algérienne, à défaut de pouvoir la faire en France. Hein. Je ne suis pas sûr que ça ait été tout à fait bien apprécié par les Algériens. On passe On passe à l'exposé suivant.